Bonjour, je suis Michael. Ça fait plus de 20 ans que j'explore les états modifiés de conscience, que je médite et que j'accompagne des êtres à révéler les plus belles parties d'eux-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la méditation et vous révéler les clés essentielles afin que vous puissiez démarrer et atteindre rapidement une belle profondeur. Alors commençons tout de suite par le début. Et le début, c'est le pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous souhaitez méditer? Avoir une réponse claire et précise à cette question est essentiel déjà pour bien démarrer votre pratique à la méditation. Cette réponse va vous donner l'énergie, déjà la volonté pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir être consistant. Parce qu'une des grandes clés dans la méditation, c'est d'être consistant, c'est de pouvoir pratiquer tous les jours. Il vaut mieux pratiquer tous les jours un peu que de pratiquer beaucoup, mais 1 à 2 fois par semaine. Alors, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je veux méditer? Ensuite, par rapport à la réponse que vous allez trouver, vous pouvez vous poser une autre question. Quelle est la valeur que je donne à mon objectif? Alors, il y a des personnes qui veulent juste atteindre un peu plus de bien-être dans leur vie, être peut-être plus serein dans certaines situations, être plus joyeux, être plus détaché. Alors que d'autres personnes, ça va pratiquement être une question de vie ou de mort. Et donc, vous voyez que ce sont déjà deux cas complètement différents où l'importance d'aller incarner, d'accomplir cette raison de méditer est différente. Il y a beaucoup plus d'énergie, bien sûr, dans le fait que c'est une question de vie ou de mort, comme ça l'a été un peu pour moi à une certaine époque. Le fait de méditer ou de changer, d'introduire le changement dans ma vie était vraiment une question de vie ou de mort. Et donc ça, j'avais beaucoup de motivation, il y avait beaucoup d'énergie. Et quand il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, il va falloir qu'on s'implique aussi à la hauteur de ce que, à la hauteur de notre objectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire que la méditation, vous pouvez la pratiquer quotidiennement, mais vous pouvez la pratiquer 1 heure comme vous pouvez pratiquer 10 minutes. Si c'est une question de vie ou de mort, si vous vivez aujourd'hui vraiment de grandes difficultés, il est peut-être important de pouvoir vous investir un peu plus fortement, plus profondément dans votre démarche. Si par contre vous recherchez juste un peu de mieux-être, vous pouvez vous permettre de méditer moins longtemps. Vous pouvez même peut-être vous permettre de ne pas méditer tous les jours. Vous pouvez vous dire méditer 1 jour sur 2. Vous pourrez très bien vous amener plus de bien-être dans votre quotidien, et cela dans un temps défini qui vous sera propre, qui sera propre aussi à la manière que vous allez trouver pour méditer et les clés que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès le début de votre pratique. Alors dans ce guide de l'introduction à la méditation, il est essentiel de comprendre qu'est-ce que la méditation. Or, quand on se pose cette question, si vous posez cette question à différentes personnes qui ont déjà une connaissance par rapport à la méditation, vous pouvez avoir différents types de réponses. C'est un peu comme poser la question qu'est-ce que l'amour? Si on a un groupe de 20 personnes, on va poser la question qu'est-ce que l'amour? On va avoir une vingtaine de réponses différentes. Si on creuse, bien sûr, on va voir que les 20 réponses différentes vont quand même toutes plus ou moins dans une même direction. Elles prennent une autre forme, mais le fond est le même. Or pour moi,
Qu'est-ce que la méditation? Pour moi, la méditation, c'est un acte de présence à soi, à tout ce qui se manifeste en et à travers moi. Et à quoi sert cette méditation? Alors pour moi, la base du service que rend la méditation, c'est vraiment la réalisation de soi au plus haut niveau. C'est la faculté, à travers cet acte de présence à soi, de pouvoir révéler et incarner la plus belle version de moi-même. Et ce, dans tous les domaines. La méditation étant présente depuis des millénaires dans plein de traditions, dans toutes les traditions qu'on retrouve à travers le monde, on sait que les bienfaits de la méditation ne sont pas à être prouvés. Et en plus de cela, on vit une époque extraordinaire où enfin les sciences s'intéressent à la méditation et qu'on peut vraiment prouver scientifiquement que ce que ces sages ont enseigné depuis des millénaires est réel. Et donc, c'est vrai que la méditation a un impact sur la santé physique. Elle a un grand impact sur la santé psychique. Le fait de pouvoir être focalisé, le fait d'être aligné, le fait d'améliorer sa concentration, le fait d'augmenter sa capacité à l'intelligence, à intégrer, à calculer, à comprendre, à schématiser. Ça va avoir un impact sur notre bien-être émotionnel, un impact sur notre capacité à être en paix, notre capacité à générer de la joie, notre capacité à avoir une stabilité dans notre manière d'être, notre manière de nous épanouir dans la vie. Donc vous voyez que la méditation peut avoir des répercussions énormes. Elle nous permet à pouvoir être plus productif ou être plus créatif. Alors, beaucoup d'entre nous approchent la méditation justement pour l'une de ces raisons, l'une de ces capacités, qui est de nous améliorer dans un domaine ou de sortir d'une forme de souffrance, d'handicap. Prenez bien conscience de quel est ce domaine. Prenez bien conscience du degré de votre problème ou du degré d'importance que vous donnez à développer une capacité et transposez ce degré à ce que vous êtes prêt à investir, à donner en temps et en persistance dans votre pratique. Alors maintenant qu'on a défini ce que c'est la méditation, ce que la méditation peut faire, il est très important de définir ce que la méditation n'est pas. Et il y a énormément de fausses croyances sur la méditation et vous allez pouvoir gagner énormément de temps à prendre conscience de ce que la méditation n'est pas. Moi, j'ai perdu des mois, voire des années dans ces fausses croyances. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi, à la base, j'étais absolument pas prédisposé à méditer. J'étais très impatient. C'était impossible pour moi de rester à une certaine époque dans une file d'attente. Tellement c'était oppressant, difficile pour moi d'être dans une forme ou dans une autre d'attente. C'était juste complètement désagréable d'être dans une file d'attente pour aller payer un produit dans un magasin, d'être dans la file d'attente ou dans une salle d'attente pour aller chez le médecin, chez le coiffeur, d'être simplement assis dans un bus ou dans un train. C'était pénible. Et donc, à l'époque où je me suis vraiment mis en quête de mieux-être, de reprendre mon existence en main, j'ai tout d'abord commencé par du développement personnel qui était très actif et qui était loin d'une pratique de méditation.
J'ai essayé de comprendre, de faire des exercices, d'aller voir des coachs, suivre des séminaires. Et cela m'a bien aidé. Pourtant, quelque chose me manquait encore. Quelque chose de fondamental me manquait. Et au fur et à mesure que j'avançais sur mon cheminement personnel, régulièrement, j'entendais parler de la méditation. Régulièrement, j'avais des témoignages de personnes qui me témoignaient d'un énorme bien-être qu'ils ont retrouvé. Cette capacité qu'a la méditation à aller au-delà de certaines formes et d'aller vraiment au fond, parce que ces personnes, non seulement je voyais qu'elles me témoignaient d'un mieux-être, mais je pouvais le ressentir, le voir, c'était palpable. D'être ok, d'être simplement ok dans le moment. Et donc, les premières fois que j'avais des témoignages, je me disais ah c'est beau, c'est chouette, mais pour moi la méditation, non, c'est impossible. Je peux pas rester là, ne rien faire, c'est pas fait pour moi. Donc ça c'est une des premières grandes fausses croyances. Il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées par la suite qui m'ont dit mais moi c'est pas possible quoi, la méditation j'ai déjà essayé, c'est pas fait pour moi, je sais pas me concentrer, je sais pas m'arrêter. Et donc là on est dans la première grande fausse croyance. La méditation c'est accessible à tout le monde et je suis la preuve vivante parce que j'étais vraiment aux antipodes de quelqu'un qui était prédisposé à méditer. Et donc même si aujourd'hui vous n'êtes pas prédisposé à méditer, je peux déjà vous dire que c'est un indicateur que la méditation pour vous, elle va pouvoir avoir les plus grands bienfaits, bien au-delà d'une personne qui a une prédisposition à la méditation. Le fait de voir qu'il y a une grande difficulté à se poser et à méditer avec les croyances que vous avez, vous, là, aujourd'hui, encore jusqu'à maintenant, sur la méditation, parce que je vais vous révéler des choses qui peuvent complètement changer votre vision et vous permettre justement d'accéder à la méditation, d'entrer plus ouvertement dans la méditation, vous ouvrir, fluidifier cet acte de présence à soi. Donc, la première fausse croyance, c'est de croire qu'il y a des personnes pour lesquelles la méditation n'est pas faite, ou qu'elles ne sont pas capables de méditer. Tout le monde est capable de méditer, à partir du moment déjà où on reçoit la bonne définition de la méditation. La deuxième grande fausse croyance, c'est de croire que méditer, c'est ne pas penser, c'est ne pas avoir de pensée à l'intérieur de soi. Et ça, c'est absolument faux. Je vous assure que j'ai voyagé à travers le monde et pour aller à la rencontre justement de maîtres de méditation, de personnes qui méditent parfois depuis leur enfance, des personnes qui ont été instruites par d'autres maîtres, plusieurs souvent, des personnes qui étaient des moines, des personnes qui étaient des religieux, des personnes qui sont des icônes de la spiritualité, du monde spirituel, mais aussi des personnes qui sont dans les sciences, des scientifiques, des personnes qui utilisent la méditation dans le milieu médical, dans le milieu thérapeutique. Et donc, en allant à la rencontre de ces personnes et en leur posant tout un tas de questions, j'ai pu découvrir toutes ces fausses idées qu'on se met sur la méditation. Et surtout en pratiquant de nombreuses techniques différentes pour finalement en arriver à ce qui pour moi est la base de la méditation, qui est la manière la plus simple de méditer et qui est devenue pour finir pour moi la manière la plus efficace, la plus en alignement avec moi de pratiquer la méditation. Et là, vous allez voir qu'il y a différentes manières aussi de l'approcher. Mais en prenant conscience de toutes ces différentes manières d'approcher la pratique, j'ai pu découvrir qu'il y avait tout un tas de fausses croyances. Et une des toutes grandes fausses croyances qui m'a empêché de rentrer dans une forme de profondeur de la méditation pendant tout un temps, c'était de croire qu'il fallait que j'aie aucune pensée pour pouvoir méditer. Il est vrai que
à certains moments donnés, dans certaines méditations, on peut avoir des moments où il n'y a pas ou très peu de pensée. Mais la méditation, ce n'est pas ne pas penser. Et donc je peux déjà vous enlever ce poids, même si vous pouvez atteindre cette qualité à certains moments donnés. Mais le but, ce n'est pas ne pas avoir de pensée. Le but, d'ailleurs, c'est celui que vous vous êtes fixé à travers la méditation. Et souvent, on l'oublie. C'est pour cela que, dès le début, une des premières étapes, c'est de se rappeler vraiment qu'est-ce que je veux obtenir. Est-ce que je médite pour une raison thérapeutique? Parce que quelqu'un m'a témoigné qu'il avait moins de douleur articulaire depuis qu'il médite. Est-ce que je médite, moi, pour générer plus de joie? Est-ce que je médite pour être plus productif? Est-ce que je médite pour être plus détaché dans des situations sociales dans lesquelles j'ai du mal à vivre? Est-ce que je médite pour me réaliser pleinement, pour découvrir ma raison d'être, pour atteindre mon plein potentiel? Donc toutes ces raisons différentes vont avoir un impact. Et c'est pour ça que vous méditez. Et c'est pour cela que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous offrir cet acte de présence, d'être là et de rester présent. Et on va en venir bien sûr à la pratique. Je vais vous enseigner une pratique simple pour démarrer votre quête et votre pratique méditative personnelle. Alors, il y a d'autres fausses croyances. Il faut être assis dans une position de yogi. Être assis, les jambes croisées, le cul par terre, être assis d'une manière qui n'est pas adaptée pour la plupart des personnes. Donc il y a plein de gens déjà qui disent mais moi je ne pourrais pas méditer parce que rien que la position c'est pas possible pour moi. J'ai des douleurs articulaires, mon corps ne me le permet pas. Donc ça c'est une fausse croyance. Vous pouvez simplement vous asseoir sur une chaise ou dans votre fauteuil pour méditer. Et je vous assure, pour en avoir fait l'expérience et pour avoir rencontré d'autres personnes qui en ont fait l'expérience, que vous pouvez méditer dans ces positions et atteindre le plus haut degré de ce qu'on peut atteindre à travers la méditation. Donc il n'est pas essentiel de pouvoir se mettre dans une position yogique pour méditer. C'est une belle et grande nouvelle. Et moi j'encourage d'ailleurs mes élèves de commencer par être assis sur une chaise, à moins qu'ils veuillent devenir un yogi, à moins que c'est important pour eux, vraiment, parce que leur quête c'est de devenir un yogi qui prend des positions yogiques pour des raisons bien spécifiques. Mais si c'est simplement, si pour vous voulez juste méditer pour atteindre un mieux-être ou pour atteindre la réalisation du soi, vous n'avez pas besoin d'être assis dans une position yogique. C'est vrai qu'il peut être important d'avoir une bonne position, c'est-à-dire avoir le dos droit. De préférence un dos droit qui ne va pas être contre le dossier de votre chaise ou de votre fauteuil, de manière à être libre, voilà, d'être soutenu. Et la meilleure position, c'est d'être pile poil entre le confort et l'inconfort. Si vous êtes pile poil entre ces deux-là, vous allez pouvoir rester concentré. Vous allez pouvoir rester éveillé aussi, parce que quand on est affalé dans son fauteuil ou couché par terre pour méditer, on peut très facilement s'endormir. En étant avec un dos droit qui ne touche pas le dossier, cela permet d'avoir cet alignement déjà de posture qui amène un alignement aussi plus facilement dans notre psychique, mais aussi et surtout de garder cette concentration, de ne pas s'endormir parce qu'on est trop dans le confort, ou contrairement, quand on est trop dans l'inconfort, être uniquement focalisé sur l'inconfort, sur la douleur qu'on vit. Or, prochaine fausse croyance est de croire qu'on doit être dans des bonnes conditions pour méditer. On doit être déjà ouvert, on doit être calme, on doit être dans les bonnes prédispositions. Donc voilà, il faut attraper le bon moment dans la journée pour pouvoir méditer. Parce que si je suis trop nerveux, c'est pas possible de méditer. Eh bien c'est faux.
Alors oui, c'est vrai que si vous êtes dans les bonnes prédispositions, vous êtes calme, vous êtes de bonne humeur, cela peut vous aider à plus facilement rentrer dans une forme de paix intérieure. Ça peut vous donner l'impression de plus facilement rentrer dans un état méditatif qui serait bénéfique pour vous. Mais ça, de nouveau, c'est une fausse croyance que je veux vraiment écarter parce que dans les moments difficiles, méditer dans les moments difficiles, quand on a eu une dispute, quand on a peut-être vécu une rupture, quand on vient de se faire licencier, euh, ou tout simplement quand on passe un moment difficile, c'est dans ces moments-là que la méditation peut vous amener énormément de bénéfices. Alors pourquoi? Parce que la méditation, tout d'abord, la base de la méditation, c'est de vous aider de vous accomplir, c'est de vous aider à vous sentir mieux là où vous avez des difficultés. Si je prends l'exemple du milieu thérapeutique, imaginez-vous que on vous enseigne la méditation pour que vous ayez moins de douleur. Ça n'aurait aucun sens de vous dire ben, vous commencerez à méditer seulement quand vous n'avez pas de douleur. Donc vous pouvez voir et comprendre là où la méditation prend le plus de raison. Donc c'est là où on est en douleur qu'il est important de pouvoir méditer, de relâcher et d'être dans cet état de présence qui va pouvoir se détacher par rapport à ce qui se passe. Va pouvoir nous amener une nouvelle énergie, une nouvelle perception, un nouvel état d'être. Alors, est-ce qu'il y a encore une fausse croyance qui me vient là? Parce qu'il y en a tout un tas. Mais je pourrais dire que enlevez toutes les croyances que vous avez qui seraient limitantes par rapport à la méditation. Et à travers la pratique, vous allez découvrir ce qu'est réellement la méditation, ce qu'elle peut faire pour vous. Et vous allez voir que il n'y a pas vraiment de limite à la méditation. Et c'est tellement simple. En tout cas, si on l'aborde de manière simple, elle peut très rapidement vraiment avoir une belle profondeur et vous amener à vous révéler pleinement à vous, profondément à vous. Et j'insiste vraiment pour que vous réfléchissiez à l'importance de méditer, à l'importance de ce que ça va vous apporter, la différence que ça peut faire dans votre vie. Et cette importance va vous donner la motivation de méditer quotidiennement. C'est vraiment une clé. Il vaut mieux méditer 5 à 10 minutes tous les jours que de méditer 1 à 2 fois par semaine, 1 heure, voire 2. Alors bien sûr, si aujourd'hui c'est une question de vie ou de mort, parce que vous avez tellement mal, que vous souffrez, que vous êtes peut-être vraiment au bord du gouffre, que vous êtes prêt à vous suicider, que vous êtes vraiment tellement mal dans votre vie, qu'il est essentiel qu'il y ait un changement profond, bien sûr, il va falloir s'impliquer. Impliquez-vous plus, mettez peut-être 1 heure par jour. Prenez ce temps parce qu'il est primordial, parce que vous êtes choisi, vous vous donnez la priorité, vous donnez la priorité à ce que votre vie retrouve son plein essor, son plein potentiel au bonheur, à la liberté, à vivre à fond, à oser vivre son plein potentiel, ses rêves. Voilà, alors maintenant j'aimerais bien en venir à la pratique. Je vais vous enseigner 3 stades. 3 stades qui peuvent vraiment à eux seuls vous amener au plus haut degré de la méditation, de l'accomplissement personnel. Le premier degré, je vais vous l'encourager de le faire 30 jours consécutifs. Si vous ratez un jour, vous redémarrez au jour numéro 1. Il consiste à s'installer quelque part. Or, si vous débutez, je vous encourage bien sûr de plutôt choisir un espace où il fait calme, où vous n'êtes pas dérangé. Et un moment où vous avez l'esprit clair. Alors cela peut être pour certains avant d'aller dormir, pour d'autres ça va être plutôt dès que je me lève le matin, pour d'autres ce sera peut-être 2 heures après s'être levé, parce que
Certaines personnes se lèvent, elles sont en pleine forme. D'autres personnes vont se lever, mais elles ont l'esprit engourdi pendant 1 heure à 2 heures. Si elles méditent tout de suite, elles risquent de s'endormir. Elles vont avoir plus de difficultés à être présentes à eux-mêmes. Alors que d'autres personnes vont avoir beaucoup de mal avant le soir parce qu'elles sont déjà fort fatiguées. Donc tout dépend vraiment de qui tu es, de comment fonctionne ton corps et de comment est-ce que tu as quelque part organisé ta vie. Essaye au début de te faciliter la tâche, mais d'être consistant. Et même si tu te facilites la tâche en choisissant le meilleur moment de la journée et l'endroit le plus propice à la méditation, où tu ne seras pas dérangé, tu verras qu'il y aura d'autres défis qui seront là. Et une fois que tu as cet espace-temps, tu t'installes. Tu conscientises que tu te dédies ce temps à la méditation. Et tu reconscientises juste pendant 1 ou 2 secondes le pourquoi tu souhaites méditer. C'est important de le faire. Aussi, si tu as déjà l'habitude à méditer, tu regardes quand même cette vidéo pour revoir tes bases. Il est important parce que je connais beaucoup de personnes qui méditent depuis des mois, des années parfois, et qui oublient réellement le pourquoi elles méditent. Et c'est un peu comme aller sur un ordinateur ou sur ton téléphone. Si tu sais exactement ce que tu fais, tu prends ton téléphone pour appeler telle personne, pour lui demander telle chose, afin que telle autre chose soit faite, c'est très précis. Et donc ça se fait avec beaucoup d'efficacité. Par contre, si tu prends ton téléphone sans savoir ce que tu veux faire, tu peux te balader ou être sur ton ordinateur, sur Internet, tu peux te balader, te perdre pendant des heures sans avoir vraiment une efficacité. Alors, le fait de se remémorer le pourquoi, ce que je veux faire, ce que je veux atteindre, pourquoi je fais ça, va donner beaucoup d'efficacité, de profondeur à ta méditation. Même si au début tu ne vas pas le percevoir. Il va falloir le temps, il faut être persistant pour récolter les bénéfices de la méditation. La méditation, c'est pas une petite pilule magique qui est à court terme. C'est quelque chose qui va être tellement profond, tellement à long terme et qui va avoir tellement de bénéfices avec des cadeaux insoupçonnables. Mais pour cela, il va falloir être dans cette continuité de la pratique. Et le pourquoi va t'aider à être consistant. Donc c'est de s'installer, de fermer les yeux. De préférence d'avoir le dos droit. Et puis, de permettre que tout arrive. Tout est ok. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir tout ce qui se passe. Et dans tout ce qui se passe, bien sûr, il va y avoir tout un flot de pensées. Il va y avoir tout un flot de distractions qui peuvent arriver. Il peut y avoir des émotions aussi. La frustration, l'impatience, la colère, la tristesse, la peur parfois. Laisse passer tout ça et juste permets, peu importe ce qui se passe, que ça se passe. Sans retenir, sans pousser, sans essayer de faire le vide dans ton esprit. Pendant 30 jours, tout ce que tu as à faire, c'est décider. Alors attention, décider à l'avance combien de temps tu veux méditer. Et tu vas mettre d'ailleurs ton réveil. Si tu décides que c'est 10 minutes tous les jours, fais-le 10 minutes, ou 20 minutes, ou une demi-heure, ou 1 heure. Tout dépend vraiment de toi et de ta capacité aussi à aller au bout du challenge que tu te fixes. Il est important que le temps que tu vas fixer au quotidien soit juste au-dessus de quelque chose qui est confortable pour toi, qui serait facile. Donc, 1 minute, si c'est trop facile, il ne faut pas prendre 1 minute, il faudra prendre 5 minutes. Si pour toi 10 minutes c'est quelque chose de facile de t'installer, 10 minutes de t'accorder vraiment 10 minutes en présence pour toi, ben va au-delà des 10 minutes. Dépasse juste quelque chose qui sera confortable pour toi. Il faut que ce soit un léger challenge, mais pas un trop grand challenge. Si tu vises un trop grand challenge, tu risques d'abandonner à un moment donné. Tu risques de ne pas le faire parce que tu as mis la barre trop haut. Si tu mets la barre trop bas, le problème c'est que ça ne va pas vraiment être très efficace pour toi. Ça va prendre beaucoup de temps avant que tu ressentes une efficacité. Donc c'est très important que tu regardes ce qui est bon pour toi. Et si tu ne le sais pas, démarre avec le premier chiffre qui te vient en tête. Démarre, fais-le et puis tu te réalignes par rapport à ça. Mais une fois que tu t'es réaligné, tu te focalises à maintenir ce temps pendant les 30 jours.
À moins qu'après 15 jours, tu sens vraiment que tu veux augmenter le temps et que tu peux le faire en arrivant au bout du challenge des 30 jours. Et donc, je te répète, le premier stade de pratique, c'est de t'installer et de juste accueillir peu importe ce qui se passe. Et peut-être que pendant les 10 minutes que tu t'es défini, tu vas être dans les pensées. Tu vas te perdre dans tes pensées. Tu vas avoir peut-être de la frustration au bout des 10 minutes en te disant mais j'ai rien fait. J'étais dans mes pensées comme d'habitude. Ce truc n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas fait pour moi. C'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne technique. Alors là, je peux t'assurer que moi je me suis dit ça, mais des dizaines de fois, des vingtaines de fois. J'ai exploré tellement des techniques de méditation et il y en a des dizaines, des centaines de techniques de méditation. Et il y en a toujours une qui paraît mieux que l'autre. Mais vraiment, pour te faire une idée, il va falloir que tu médites au minimum 30 jours consécutifs pour pouvoir te faire une réelle opinion sur une technique de méditation. Combien de fois j'ai commencé une technique et puis j'ai abandonné. Et puis 2 mois après, j'ai repris une autre technique, ou 3 mois après, j'ai repris une autre technique, j'ai redémarré parce que j'ai entendu que celle-là était mieux, que j'avais vu un beau témoignage et je me suis dit, ah oui, peut-être que ça va le faire pour moi. Et puis de nouveau, après quelques jours, j'ai abandonné parce que j'ai pas bien placé la barre, parce que je n'avais pas bien travaillé le pourquoi je veux faire cela. J'oubliais le pourquoi je faisais les choses et donc ça perdait de la valeur et pour finir, j'abandonnais. Et donc c'est vraiment essentiel de prendre toutes ces clés que je viens de te partager et d'appliquer. Et va jusqu'au bout de ces 30 jours. Va jusqu'au bout de cette première étape qui est essentielle, qui est la base de la base. Et si tu as une bonne base solide, tu vas pouvoir continuer, tu vas aller dans la profondeur. Et cette base, c'est de juste t'installer, de permettre tout, d'accepter. Et là, si tu acceptes déjà ce qui se passe, le flux des pensées qui sont là, si tu acceptes ces émotions qui se manifestent, cette impatience, cette incapacité parfois de rester là et de s'accorder du temps, d'être dans une forme de paix et de non-paix, parce que quelque part, tout ce que tu fais, c'est d'être assis dans un endroit normalement qui est calme. Et pourtant, il y a toute cette non-paix qui est à l'intérieur de toi qui s'agite. De pouvoir te permettre d'être consistant là-dedans, ça va t'ouvrir. Et tu vas passer de moments peut-être difficiles, de frustration, d'impatience, de peur, de colère, à quelque chose qui va s'apaiser au fur et à mesure. Cette ouverture va pouvoir te permettre d'aller au deuxième stade. Et donc après ces 30 premiers jours, tu vas pouvoir aller pour le prochain stade aux 30 prochains jours. Et dans le deuxième stade, au lieu d'accepter tout, tu vas t'imaginer que ta conscience, quand tu fermes les yeux, ta conscience, ton champ de présence, c'est comme un verre d'eau pétillante. Et là, le champ de conscience, c'est l'eau. Et les pensées, les émotions que tu peux vivre à travers ce champ de conscience, à travers cette pratique de méditation, ce sont les petites bulles. Donc quand tu as une pensée qui vient, tu peux te perdre dans la pensée. C'est comme si tu étais dans la petite bulle au lieu d'être cette eau dans laquelle la bulle se déplace. Et dès que tu prends conscience que tu es dans une pensée ou que tu es accroché à une émotion, une frustration, peu importe ce qui se manifeste, une idée, une pulsion, une envie, dès que tu prends conscience que tu es dedans, tu vas volontairement libérer cette pensée. Un peu comme si la bulle remontait à la surface de l'eau et puis elle explose, elle se diffuse dans l'air. Et donc à chaque fois que tu es conscient que tu es perdu dans une pensée, que tu es perdu dans une émotion, dans une envie, dès que tu en prends conscience, tu le libères, tu fais exploser la petite bulle et tu laisses venir émerger la prochaine pensée, la prochaine envie, la prochaine sensation, la prochaine focalisation de l'esprit. Et tu vas faire ça pendant 30 jours consécutifs, juste à être présent et à libérer tout ce qui se présente à toi. Et s'il y a plein de pensées et que tu en as sans cesse à libérer, c'est que tu es à fond dans la méditation, c'est que tu es à fond dans ce qui est l'acte méditatif, qui va changer bien sûr. Tout cela, il peut y avoir, parce que la méditation, c'est comme un diamant. Un diamant
avec de multitudes de facettes. Et toutes ces facettes de ce diamant, tous ces états d'être, tous ces états de conscience ont un impact pour accomplir ton intention. Et il va certainement falloir passer par toutes ces différentes facettes. Il y aura certains jours où tu auras plus de capacité à être dans la paix, à juste être là. D'autres, ça va être plus difficile. Et les deux vont avoir un impact important. À la fois les jours où tu es dans une forme de facilité, d'acceptation, d'ouverture, et donc tu auras l'impression que quelque part il y a une paix, il y a une profondeur dans ta méditation. Et dans les autres jours où tout est agité, où tout est difficile, où tout est vraiment crispant, ça va avoir un impact énorme sur toi aussi. Imagine-toi quand tu vas dans une salle de sport. Si je te mets pas de poids et que tu es là, oh, c'est facile, j'y arrive, c'est bon. Oui, ok, c'est bon, mais est-ce que tu te muscles vraiment? Est-ce que tu progresses vraiment? Par contre, les jours où tu vas aller dans la salle de sport et je vais te mettre beaucoup de poids et que ça va être vraiment dur, ça va être hard quoi pour toi. Mais ça va peut-être être dur. Tu vas peut-être pouvoir porter, tu vas peut-être faire moins de mouvements. Tu vas peut-être pouvoir faire moins longtemps les exercices. Mais pourtant, le fait d'avoir beaucoup de poids et d'avoir beaucoup de difficultés, ça va te faire progresser énormément. Ça va te muscler. Et ce muscle va devenir de plus en plus fort. Et si tu veux, à l'intérieur de toi, dans ta psyché, il y a des muscles aussi qu'il faut réactiver, qu'il faut muscler. Et les moines tibétains, ils prennent l'analogie de notre esprit, de notre ego, de notre mental, un peu comme un singe qui est... Non seulement ce singe est fou, mais en plus il a bu. Et il saute partout, il ne sait pas rester en place. Il fait des choses complètement incohérentes. Et donc, il compare vraiment notre esprit à ce singe. Et à la méditation, la faculté à ramener quelque part, à apprivoiser ce singe, à le calmer, à lui amener plus de cohérence, à faire qu'il dessoule aussi. Parce que quand vous restez à observer ce singe, ça peut vous saouler. Et donc ce singe peut être saoulant. Et quand vous voyez que votre esprit est tellement agité, qu'il y a tellement d'idées qui arrivent, de petites voix qui vous parlent peut-être, et quand vous observez parfois toute cette incohérence, imaginez-vous l'impact de cet non-alignement, de cette incohérence intérieure, que cet impact peut avoir sur votre vie, sur votre quotidien. Et le fait de méditer, de ramener vraiment la paix, le calme et un état de présence, d'alignement, de focalisation, peut avoir un impact énorme sur votre capacité d'être, de réagir, de penser, de vous incarner à l'extérieur et autour de vous. Alors donc, cette deuxième phase de profondeur de méditation va donc être juste à chaque fois que je deviens conscient, que je vis une peur, que je suis perdu dans des rêveries ou que je suis perdu dans une pensée, c'est juste quand je m'en rends compte, je me libère de ça et je laisse passer cette pensée jusqu'à ce qu'une prochaine arrive et je la libère. Et je libère. Et à chaque fois, je fais cet exercice, ce va-et-vient entre je suis inconscient, perdu dans une rêverie, dans une pensée, dans une impression, dans une sensation, et je redeviens conscient que je ne suis pas cette bulle, je ne suis pas cette pensée. Moi, je suis l'eau, je suis ce champ de conscience qui enveloppe toutes ces pensées qui sans cesse sont en mouvement et qui font que passer. Et en faisant cela, j'apprends de plus en plus quelque part à me détacher de tout ce théâtre, de toutes ces petites bulles qui émergent, qui passent. Et maintenant, on va arriver à un troisième stade, qui sont en fait des stades naturels qu'on parcourt à travers des années de pratique. Parfois, ça peut aller beaucoup plus vite aussi quand on a la bonne approche, la bonne technique, ou peut-être même la non-technique, puisque moi, je donne des stages sur la Kundalini, sur une manière de s'aligner à soi, en fait, qui est une non-technique. On n'est pas dans la technique, je vous en parlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo. Et donc on arrive maintenant à cette troisième phase, qui n'est pas de libérer les bulles de pensée, de sensations, d'impression, c'est d'avoir l'intention d'être présent à la présence. Alors
Alors ça, c'est quelque chose qui peut sembler complètement abstrait au début quand on n'a jamais médité, quand on s'est jamais intéressé à ce que c'est d'être... C'est quoi la présence? C'est quoi un champ de présence? C'est quoi un champ de conscience? Être dans la présence de la présence, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, si aujourd'hui ça ne te parle absolument pas, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je te rassure, c'est pas grave. Mais juste le fait d'avoir l'intention de vouloir être conscient à la conscience va te donner un autre focus. C'est une autre approche que de libérer des bulles. Et donc, tu vas pouvoir découvrir au fur et à mesure ce que ça veut dire. Parce que répondre à cette question peut être très, très difficile pour certaines personnes parce qu'on est vraiment dans le subtil. On est dans quelque chose qui est très subtil et qui est très abstrait à la fois. Donc chacun va pouvoir découvrir ce que c'est au fur et à mesure de pratiquer. Mais peut-être que tu as déjà une capacité à la contemplation et qu'à travers certains moments donnés de contemplation, tu as pu approcher cet état de présence, cet état de conscience consciente. Et donc ici, ce serait juste de rester sur cet état de conscience. Et donc, quand tu te perds dans une idée, dans une bulle, dans une rêverie, dans une pensée, et que tu es conscient que tu es perdu dedans, tu n'as plus besoin de libérer. Tu restes juste dans la conscience consciente, dans la présence de la présence, dans la présence de ce que tu es en fait. Toi, tu es présence, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les sensations, tu n'es pas la douleur qui est dans peut-être ton genou gauche. Parce que si tu penses bien, tu es bien plus que ça. Dans tout ton corps, il y a plein d'autres parties de ton corps qui ne sont pas en douleur, par exemple. Donc tu n'es pas juste ces petites choses. Et donc je t'invite pendant 30 jours consécutifs d'être dans cette troisième stade, où juste l'impulsion première, c'est d'être dans cette présence, de rester dans cette présence. Et ce n'est pas non plus essayer de ne pas avoir de pensée, non, c'est juste, peu importe le flux qui est là, je permets le tout d'être, je reste dans cet état de présence, c'est tout. En étant ouvert à ce que tout arrive et tout se fait. Donc je ne rejette pas mes pensées, je ne les attire pas non plus, je ne les nourris pas, je suis dans cette présence. Et quand je me perds, et j'en prends conscience, je reviens, simplement. Et je suis, dès que je l'aperçois, je suis dans cet état de présence. Voilà. Alors voilà les 3 étapes, les différents types de profondeur de méditation. C'est vraiment une manière toute simple de méditer, mais qui pour moi est vraiment la plus puissante. Et même si tu n'utilises que le premier degré, qui est de te permettre d'être pleinement là, en fait, de tout permettre, de t'accorder 10 minutes. Mais je t'assure que si tu arrives à faire ça, si tu arrives déjà juste à faire ça, d'accueillir et d'être ok avec tout ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, tu vas atteindre un degré de liberté intérieure et extérieure qui est juste énorme, qui peut juste faire une différence énorme dans ta vie, te rapprocher de toi. Et cette capacité d'accueillir va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans tout un tas de situations de ton quotidien. C'est là, quelque part, que c'est important que la méditation puisse jouer un rôle, pas juste 10 minutes par jour, qu'elle ait un impact sur ton quotidien, sur ta vie. Alors, des types de méditation, il y en a plein. Et donc, si tu débutes, si tu démarres, je t'invite par la suite de peut-être explorer d'autres types de méditation. Il y a le fait de respirer, de se concentrer uniquement sur sa respiration, de se focaliser juste sur un point. Et il y a des techniques de méditation qui sont basées sur la répétition de mantras, qui sont des phrases en fait qu'on va répéter dans son esprit. Il y a les marches méditatives, il y a tout un tas
de manières de méditer. Il y a des méditations qui ont été conçues principalement pour tout ce qui est thérapeutique, pour diminuer la douleur. Donc il y a tout un tas de techniques de méditation. Et puis il y a ce que moi j'ai découvert de formidable un jour, c'est ce que j'ai appelé la non-technique, où il y a une ouverture complète, une acceptation complète de ce qui se passe dans le moment. Et là, on peut être complètement soit statique, soit dans le mouvement. Il peut se passer plein de choses assez dingues à travers ce que j'ai appelé la non-technique. Et si tu es intéressé, voilà, je t'invite à voir les prochaines vidéos sur le sujet. Voilà, je te souhaite une très belle pratique. N'hésite pas à poser toutes les questions qui te traversent l'esprit en dessous de la vidéo, de partager, de liker si cette vidéo a résonné en toi, et de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, je te remercie, prends bien soin de toi.